Marali, le grand dromadaire rouge, avait tenté de trouver sa place dans la horde d'Artway. Mais celui-ci l'avait repoussé car le nouveau venu s'intéressait de trop près aux femelles. Marali demeura en marge du troupeau, observant la vie de ce groupe dont il ne ferait pas partie. C'était la saison des combats pour les serpents du désert. Les mâles s'affrontaient violemment. Le plus fort aurait le droit de choisir sa femelle. Dans la communauté des Brumbies, les chevaux sauvages d'Australie, Outene se faisait chasser par ceux qui l'avaient dominé avant de se fracturer la jambe. Outene n'était plus qu'un étalon déchu, isolé et invalide. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. De la rivière qui courait au milieu des sables ne subsiste plus qu'un peu de terre boueuse. La chaleur est telle que Paraji le dingo doit creuser une cuvette dans le sol pour espérer qu'il y subsistera encore un peu de fraîcheur. Autour de Kira, les autres membres du clan trouvent dans cette fange des raisons d'exulter. Elle leur rappelle les combats d'antan disputés dans les eaux claires de la plaine. Soudain, Kira tombe en arrêt. Des lapins ont creusé des terriers, tunnels et galeries sous l'aire de jeu des dingos. Ils sont peut-être des dizaines, prêts à narguer les appétits de la meute. C'est à Kira d'abord que l'eau vient à la bouche. Kira ayant perdu sa proie, Kintala balaye la plaine du regard dans l'espoir de détecter quelque autre gibier. C'est à son tour à présent de tenter sa chance. Ici, les lapins pullulent. Leurs ancêtres sont arrivés en Australie avec les colons en 1788. Une douzaine d'entre eux, à l'époque, furent relâchés dans la nature. Un siècle plus tard, leurs rejetons avaient envahi tout le continent. Chacun se met en place. Paraji. Kira. Kintala. Query. Tous auront un rôle à jouer dans la chorégraphie qui se prépare. Kintala s'élance en premier. Aussitôt soutenu par Kira. Marty et Query ont pris le relais, rejoints dès leur premier essoufflement par Kintala, plus endurant. Contraint à zigzaguer sans cesse par ses poursuivants, le lapin n'en peut plus. C'est la fin de son rêve, c'est-à-dire, selon la foi des hommes vrais, les aborigènes, le dernier éclat de sa vie. Le lapin européen et le lièvre brun constituent les proies favorites des dingos. En effet, un lapin d'environ 1 kg satisfait les besoins quotidiens d'un animal adulte sans que l'énergie investie à le chasser soit trop importante.
Chaque membre de la meute s'attend donc à être repu avant la fin du jour. Trop occupé à flairer sous ses pieds le lapin qui circule sans doute dans une galerie souterraine, Query n'aperçoit pas encore celui plus accessible qui se fait si discret devant elle. Pour se faire oublier, le lapin s'aplatit, se confond avec le sol. Il ne réagira qu'en dernière extrémité. Et Dingo chasse de la même manière que la hyène ou le lycaon africain, chacun prenant le relais de son coéquipier jusqu'à ce que la proie, suffisamment exténuée, accepte le coup de grâce. Chaque fragment du lapin sera âprement disputé entre les membres du groupe. Normalement, tout devrait être dévoré, à l'exception de la fourrure et de quelques segments du gros intestin. Aujourd'hui, la chasse a été trop fructueuse, et c'est du bout des crocs que l'on chipote un fragment de tendon ou un os trop friable. La faim n'est plus là, et l'ardeur est partie. Paradji lui-même fait la fine gueule devant une pièce de rable. Waka s'en empare mollement, comme pour attiser un peu de jalousie de la part de Query. Quand le morceau de viande aura rempli son office, Waka se contentera de le laisser tomber par désinvolture, par provocation. De son côté, Kira, semblablement gavée, rend au désert ce qu'elle lui a volé. Mais Waka n'entend pas que les reliefs du festin ne profitent qu'à la terre. Sur une plaine voisine, les dromadaires de la horde d'Artway, assommés de paresse, offrent leur corps allongé à la torpeur du midi. Ils sont dûment équipés pour vivre en milieu aride. Un métabolisme spécialement adapté peut transformer en eau les 40 kilos de graisse de leur bosse. Les muscles qui forment la fente des narines peuvent se refermer en cas de tempête de sable, ou simplement pour éviter la déshydratation des muqueuses. Leur fourrure laineuse
particulièrement fournie aux endroits où frappe le soleil, comme le front ou le dos, produit un effet d'isolation thermique à la manière des burnous superposés que portent les bédouins. Chez les dromadaires, les jeunes, que l'on rudoie sans cesse, ont beaucoup à subir avant de devenir grands. Ils sont souvent les premiers à choir ou à perdre l'équilibre quand se défait une grappe de corps entremêlés. La femelle donne naissance à un petit tous les 2 ans. Le bébé est précoce, capable de se tenir debout dès sa venue au monde et de marcher quelques heures plus tard. Il sera sevré à 1 an, mais restera à proximité de sa mère pendant plus de 3 années, jusqu'à sa maturité sexuelle. Harcelé par ses aînés, le petit tente de garder quelque intérêt pour le monde. Mais même les herbes piquantes lui agressent le nez qu'il tente ensuite de soulager, sur la laine de sa mère. Heureusement, les désagréments de la vie en société s'oublient dès qu'il s'agit de téter. La femelle dromadaire, qui offre à son petit l'une de ses 2 mamelles, peut produire plus de 8 litres de lait par jour, alors que la chamelle n'en fournit que 4. Tandis que certains trouvent leur plaisir ailleurs, un jeune dromadaire lassé par trop de tourments s'éloigne du troupeau sous le regard d'un robin à front rouge. Peut-être est-ce la curiosité autant que la lassitude qui entraîne à présent le jeune dromadaire plus loin. Trop loin. Le promeneur s'est égaré. Où qu'il tourne son regard, il ne voit plus sa mère. Le jeune dromadaire n'a trouvé aucun autre moyen d'oublier sa dérive que de s'endormir à l'ombre d'un arbuste. Le désert est trop vaste pour une vie si faible. Qu'une meute de dingos vienne à passer par là et le dormeur deviendra repas, sans s'en être rendu compte.
La mère, que l'absence de son petit avait préoccupée, l'a enfin retrouvé, si vulnérable, telle l'offrande qu'un Dieu n'a pas encore acceptée. La fracture d'Outéné, le cheval sauvage, le Brumby que son propre troupeau a rejeté, s'est aggravée. Il était seul, exclu de sa propre horde, mais une jument compatissante est revenue vers lui. Chaque tentative pour faire un pas de plus lui déchire l'épaule et le cœur. Alors Outéné hésite. Ne vaut-il pas mieux rester là immobile et attendre? Les ruades de la souffrance sont pires à endurer que celles des étalons qu'il provoquait en duel jadis, quand la vigueur de ses membres était encore intacte. Outéné est prêt à renoncer, mais une amie l'attend, qui semble prête à lui montrer la voie. Un regain d'énergie fait claudiquer l'infirme vers celle qui l'invite à tenir bon, à accepter de passer encore près d'elle quelques instants de vie. Le ventre de la jument est lourd. Elle porte le poulain d'Outéné. Outéné sent ses jambes faiblir. En dépit de sa peine, il vient vers la jument et s'allonge près d'elle. C'était son dernier pas.
La lune, qui provoque en tout ce qui vit une marée céleste de sève et de sang, est pleine, comme une jument gravide. Sa clarté fait émerger du creux d'un arbre mort un Phascogal tafa. Jadis, on compara ce petit marsupial à un suceur de sang, car, amateur de cafards et d'araignées, il aime aussi égorger des volatiles tombés d'une branche. La souris marsupiale à grosse queue fréquente, mais au sol, les mêmes terrains de chasse que le Phascogal. C'est un insectivore qui choisit des proies riches en eau, telles que des larves ou des chenilles, lesquelles pourvoient aussi bien à sa faim qu'à sa soif. Un observateur dresse ses oreilles et effarouche le timide Phascogal. L'espion est un grand bandicoot lapin, un marsupial fragile, vulnérable et raréfié. Tandis que la souris marsupiale à grosse queue poursuit son repas d'insectes moelleux, le grand bandicoot lapin fouille la terre en quête de bulbes, graines, champignons ou insectes. C'est un fouisseur capable de creuser dans le sol en spirale des galeries de 2 mètres de profondeur. On retrouve dans ses excréments 90% de sable, avalé en même temps que ses aliments. Une autre souris marsupiale rejoint sa congénère et l'entraîne au nid collectif. Le grand bandicoot lapin se retrouve seul sur la place, flanqué d'un rat kangourou aux allures matoises. De puissants membres arrière permettent au bandicoot de se détendre comme un ressort en cas de danger, danger que dénonce à l'avance une ouïe très aiguisée. Un second rat kangourou vient à son tour se frotter aux herbes bleues. Mais le grand bandicoot, fantôme secret et solitaire, n'aime pas qu'on le perturbe. Il se retire, laissant le terrain libre à des rats kangourous qui se matérialisent ex nihilo et se transformeront bientôt en un trio. Vexé de s'être laissé évincer si facilement, le bandicoot revient en observateur attentif et parfois effarouché. Le grand bandicoot lapin passe la journée dans un nid tapissé d'herbe et de brindilles où sa femelle, très prolifique, donne le jour à ses petits après l'une des gestations les plus courtes qui soit connue pour un mammifère. 14 jours. Mais c'est la nuit que le bandicoot s'agite, trotte et grignote en compagnie du rat kangourou sur les grandes étendues de sable et de broussailles que la lune rend mauve. Outéné, le cheval blessé que les siens abandonnèrent, est mort depuis plusieurs jours. On préférerait dire ici, sur le dernier continent,
qu'il a quitté son rêve pour rejoindre une autre demeure spirituelle. Quand il se sera apaisé, Uténé rêvera encore et recommencera sa vie sous une forme nouvelle. Peut-être sera-t-il une mouche, un microbe ou un kangourou, quelle importance. Le rêve en décidera. La vie n'existe pas. Il n'y a que la conscience qui se passe d'oripeau. Chaque songe en dévore un autre. Celui de l'oiseau se nourrit de la larve, qui se nourrit d'Uténé, qui se nourrissait de l'herbe, où le sang des morts avait coulé. Uténé, pour les besoins de son rêve, s'était fabriqué une forme que nous appelons cheval. Cette forme est celle qu'adoptent dans le monde entier tous les esprits qui font le même songe. Aujourd'hui, quelques-uns de ces esprits viennent se regrouper autour de cette chose inhabitée où, quelques jours auparavant, se logeait encore Uténé. Puis la horde repart. Un rêve s'est cassé, une conscience a cessé de se travestir, un vieux costume repose sur le sol. Rien à signaler. Certains êtres se rêvent sous une forme que nous appelons kangourou. Il en est ainsi de Burqa dont la famille ne cesse de s'accroître. De la poche de Burqa, Toku, son bébé, jaillit parfois sans hésitation pour une brève promenade sur la terre ferme. Il lui a fallu apprendre à coordonner ses mouvements, à accepter de passer sans cesse de la pénombre à la lumière, d'un cocon si doux à une planète si dure. Pogo, l'enfant de Cartagna, connaît cette gymnastique depuis plusieurs mois. Bientôt, il devra se déshabituer de revenir vers la poche et d'y chercher la mamelle devenue inutile. Cette désaccoutumance, Yam, l'autre enfant de Burqa, s'y refuse encore. C'est par la force que sa mère doit l'obliger à devenir adulte. Ngama, le grand mâle qui veut séduire Cartagna, observe celle-ci que Pogo veut une fois de plus contraindre à jouer avec lui. Chez les kangourous, le mâle n'hésite pas à utiliser un petit pour s'attirer les faveurs de sa mère. Une femelle, en effet, sera encline à favoriser le mâle, susceptible de devenir pour sa progéniture le meilleur des pères. Alors, sans vergogne, Ngama prend Pogo entre ses bras. Toutes ses attitudes proclament à l'intention de Cartagna. Mes gestes sont tendres. Je retiens Pogo pour qu'il te laisse en paix. Pourquoi me résisterais-tu plus longtemps ?
Pogo en a assez d'être ainsi manipulé par les prétendants de sa mère et de se voir délaissé par elle. Peut-être les wallabies de l'île de Gênes seront-ils de meilleure compagnie. Sans grand succès, Pogo tente d'aller vers eux. Il faut se rendre à l'évidence. Personne ne veut jouer avec le petit kangourou en quête d'amitié. Une petite corneille d'Australie qu'une odeur de sang a attirée. Un dingo efflanqué prêt à se satisfaire de n'importe quelle nourriture et qui marque un morceau de territoire pour en faire son terrain de chasse temporaire. Le dingo et l'oiseau sont prêts à faire un bout de chemin ensemble. Le premier bave et salive à l'idée de tenir dans sa gueule le volatile encore palpitant. Mais la corneille, elle, sait que son poursuivant ne volera jamais plus aucune pierre. La corneille et le dingo campent sur leur position. Le prédateur n'entretient ni prétention, ni illusion. Quand un animal meurt dans le bush, des nettoyeurs entrent en action. Il y a 3 équipes, les bactéries, les insectes et les charognards. Les premières décomposent les matières, rendent les fluides à la terre et désagrègent les matières solides. Les insectes pondent des œufs qui deviendront larves grouillantes dans une soupe de lymphe tiède. La petite corneille s'attaque, elle, d'abord aux yeux. L'expérience lui a enseigné qu'on gagne du temps à entamer les parties molles d'une carcasse plutôt que de s'acharner à la fendre si un dingo ne l'a pas déjà fait. En effet, contrairement au vautour, dont elle n'a ni la majesté ni l'équipement, la corneille, tâcheronne indispensable à l'hygiène des savanes, n'est pas dotée d'un bec assez puissant pour découper le cuir. Un serpent brun mâle, beige de bout en bout. Un autre serpent brun mâle nommé Cacalac avec une tête noire et un corps rougeoyant. Une femelle qui vient à passer, beige à tête noire. Les combattants sont là et le trophée aussi. Tout est prêt pour que la lutte commence. Cacalac sort de son trou et garde un œil sur son rival, tandis que la femelle s'approche de lui. L'ennemi n'apprécie pas que le trophée puisse échoir à un autre sans qu'il ait pu montrer sa force.
Il en sera pourtant ainsi car Cacallac et la femelle commencent à se frôler. Le rival de Cacallac se sent spolié, désarçonné. Le dédain de la femelle est plus infamant qu'une défaite au combat. Le serpent s'éloigne et s'enfonce au niveau où gît sa fierté, dans un trou. Lentement, Cacallac fait glisser son corps par-dessus celui de sa conquête. Son pénis s'introduira dans le cloaque et de longs spasmes agiteront les deux serpents jusqu'à ce que la femelle soit fécondée. Pendant ce temps, le mâle frustré chemine de trou en trou à la recherche d'une femelle qui accepterait, elle aussi, de se donner sans combat préalable. Aucune bonne fortune ne s'étant offerte à lui, le serpent beige vient s'assurer que la femelle n'a pas changé d'avis. Dans quelques jours, la femelle déposera dans un nid, afin qu'ils y soient incubés, des œufs dont le nombre variera de 2 à 32, et dont certains, qui n'auront pas été dévorés par une petite corneille, un dingo ou un varan, produiront l'un des serpents les plus dangereux du monde. Portée par le vent du désert, l'odeur puissante d'une charogne, celle d'où est née, est parvenue aux narines de Paradji et des siens. Par cette chaleur, une carcasse est une aubaine. Elle épargnera à la meute l'effort de chasser et lui permettra d'investir son énergie différemment. En effet, le métabolisme du corps doit prioritairement compenser l'affaiblissement que provoque la soif et la brûlure du soleil. Toute autre dépense de ressources se ferait au détriment de cette priorité. Les dingos sont des prédateurs opportunistes. Cela signifie qu'ils adaptent aux circonstances leur régime alimentaire et même leur mode de vie. Une proie que l'on peut capturer sans effort sera toujours préférée à une autre, même plus désirable, pour laquelle il faudrait se battre davantage. C'est aussi l'abondance des proies qui fait varier la surface des territoires et le nombre d'individus qui s'agrègent pour former une meute. Une carcasse vers laquelle on reviendra à quelques jours d'intervalle pour en faire plusieurs repas offre donc bien le meilleur rapport entre l'énergie investie et celle reçue en échange. La plaine y trouve aussi son avantage. Les dingos la nettoient des cadavres. En outre, selon le même principe économique, la meute tue les faibles, faciles à atteindre, et contribue à la sélection des mieux adaptés à survivre.
Depuis plusieurs semaines, Gamma, le géant, s'est associé au groupe que forment Cartagna et Pogo et qu'avait rejoint avant lui un autre prétendant de la femelle, nommé Kudla. De l'épaule, Gamma repousse Pogo qui voudrait jouer. Il en a assez désormais de subir les caprices du fils pour espérer plaire à la mère. Gamma voudrait que cessent les rituels amoureux préliminaires et que Cartagna se donne enfin à lui, sans réticence et sans cérémonie. Mais la femelle ne l'entend pas ainsi et préfère cette fois encore rejoindre son fils, Pogo. Pogo ne supporte pas de n'être plus qu'une